Bon, et bien, bienvenue à tous, et particulièrement à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Nous allons faire tout d'abord un point sur le bureau. Donc le bureau, j'ai l'honneur d'être président de ce bureau. Nous avons dans cette salle, alors je n'ai pas vu Jean-Christophe arriver. Si, Jean-Christophe est là. Donc nous avons bien Thorsten Hans, qui représente notre premier actionnaire allemand. Thorsten, où es-tu? Tu es là. Et Jean-Christophe Litaille, qui représente notre deuxième actionnaire. Donc, on leur a demandé d'être scrutateurs et ils ont accepté cette mission. Et Patricia Mavigné, qui est également directrice générale déléguée du groupe, sera la secrétaire de ce bureau. Un petit point sur le quorum, parce que vous savez que nous avons besoin d'un quorum minimum pour pouvoir délibérer. Il est largement atteint. Nous avons même dépassé la barre des 75% cette année. Donc tous les ans, nous grignotons quelques dixièmes, et c'est très bien. En nombre d'actionnaires qui ont voté, ça a également augmenté. Et vous voyez que les pouvoirs au président, cette année, sont de 15,5%, parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires et des actionnaires importants qui ont préféré donner le pouvoir pour éviter d'avoir à risquer un retard TGV. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec autant de pouvoir, et je remercie ces actionnaires de leur confiance. Donc vous avez compris, nous pouvons délibérer, puisque nous avons largement dépassé ce quorum maximum. Valablement délibéré. Le groupe Thermador, ce sont 770 personnes. Donc je commence toujours les présentations par le personnel du groupe. Et je rappelle que ce personnel a participé à construire ce groupe et a particulièrement souffert durant ces 3 dernières années, depuis cette crise du Covid et tout ce qui a suivi. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Et ce personnel a été présent. Et c'est grâce à toutes ces personnes qui travaillent dans le groupe que nous pouvons avoir ces résultats. Donc un hommage leur est rendu. J'ai une pensée toute particulière cette année pour les personnes qui travaillent chez Ex, Rousseau et Dipra. Peut-être le savez-vous, ces deux sociétés ont fusionné pour reconstituer la société Audrea. Et ce sont des opérations extrêmement compliquées. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts aux salariés. Donc, j'ai une pensée particulière pour eux, pour le dirigeant de cette entreprise, parce que c'est une phase difficile. J'ai également une petite pensée pour notre équipe IT. Alors, IT, notre système d'information, qui a accompagné les salariés de Rousseau et de Dipra pour aller jusqu'à cette fusion et constituer Audrea, et qui, eux aussi, ont eu des journées particulièrement difficiles. Je ne parle pas des nuits, mais ça a été vraiment difficile, donc une pensée pour eux. Je vais vous solliciter pour faire référence au document d'enregistrement universel. Vous savez, c'est ce document qu'on vous envoie tous les ans, soit en papier, soit en version digitale. Vous en aviez quelques exemplaires en bas. Et quand un jeune actionnaire ou un salarié me demande « mais qu'est-ce que je dois lire dans ce document de 180 pages ?» Le premier chapitre, à minima. Et dans ce premier chapitre, vous avez 2 pages, les 10 et les 11, qui méritent quand même votre attention, puisque ce sont sur ces 2 pages-là que nous disons quels sont nos enjeux, donc ce que nous voyons arriver comme véritable difficulté ou challenge dans les années qui viennent, quels sont nos objectifs et comment on compte y arriver. Donc sur ces 2 pages-là, surtout, ne les ratez pas, pages 10 et 11, mais je vais vous les commenter rapidement. Ressources humaines. Les enjeux dans les années à venir, c'est être en capacité de pouvoir encore attirer, fidéliser, former nos équipes. Et vous le savez, nous sommes dans une période où ça devient de plus en plus difficile. Et le groupe Thermador n'échappe pas à cette tendance, puisque nous avons constaté, et vous pourrez le voir à la page 102 du document d'enregistrement universel, nous avons constaté cette année plus de départs et d'une manière significative. Alors, beaucoup de raisons personnelles, une certaine
impatience des générations plus jeunes, soit à progresser, soit à avoir d'autres horizons. Mais en tout cas, ce sont pour toutes les entreprises un véritable enjeu, et tout particulièrement pour le groupe Thermador, puisque nous misons principalement sur la fidélité de nos équipes. Sur ce registre ressources humaines, un point particulier sur la parité à tous les étages de la gouvernance. C'est valable au niveau du conseil d'administration, du comité exécutif, des dirigeants. Et nous voulons absolument, à terme, être au-delà de 40% de femmes ou d'hommes à tous ces étages de la gouvernance. Et nous n'y sommes pas encore tout à fait. Et puis, un mot sur la diversité et la nécessité absolue de chasser toute discrimination dans le groupe Thermador. Et nous ferons une enquête toute particulière à ce sujet cette année ou l'année prochaine, au travers du baromètre de la qualité de vie au travail que nous faisons tous les 3 ans. Le développement durable, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Je dirais simplement maintenant que nous devons absolument tenir ce que nous avons dit, nos objectifs jusqu'en 2030, et également rester vigilants à ce que chacun puisse faire preuve d'initiative au sein des filiales dans ce domaine qui n'appartient à personne, bien évidemment. L'activité, nous avons la nécessité, si nous voulons mieux maîtriser nos marchés dans les mois et les années qui viennent, de mieux connaître les clients de nos clients. Et ça, c'est un travail marketing que, pour le moment, nous avons peu fait et que nous souhaitons mieux faire à l'avenir. Nous développer à l'international, je laisserai Lionel en parler plus en détail tout à l'heure, et continuer un travail très important d'intégration au sein de notre groupe, des sociétés qui nous ont rejoints ces dernières années, puisque, vous savez, depuis 2015, nous avons fait 12 opérations de croissance externe. Et si nous voulons que ces sociétés s'intègrent et que ces croissances soient une véritable réussite pour le groupe, nous devons continuer à travailler à ça et à mettre en place les synergies nécessaires entre les différentes sociétés. La transformation digitale, j'en parlerai un petit peu plus en détail dans les perspectives, mais je dirais que nous devons être en mesure de développer nos compétences dans tous les domaines du digital et également assurer la sécurité informatique du groupe, éviter tout risque de blocage de la société. La géopolitique, c'est quelque chose qui ne figurait pas dans le document d'enregistrement universel l'année dernière, mais une véritable prise de conscience pour les entreprises de devoir diversifier les sources d'approvisionnement. Alors, vous le savez, ce n'est pas un secret, nous avons beaucoup de partenaires en Chine, ça représente 33% de nos approvisionnements. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner ces partenaires avec qui nous avons un travail depuis plusieurs années, un travail tout à fait constructif, mais il est aussi de notre devoir de diversifier et de trouver éventuellement des partenaires dans d'autres pays. Aujourd'hui, dans le groupe Thermador, nous avons des fournisseurs dans 40 pays. Donc nous avons quand même quelques opportunités de trouver d'autres sources d'approvisionnement autres que la Chine. Nos objectifs énoncés comme c'est dans le document d'enregistrement universel, nous souhaitons, sur une période de 10 ans, avoir une croissance moyenne de 7%. Voilà, c'est tout simple. Alors ça peut se faire de diverses façons et je le détaillerai tout à l'heure. Bien évidemment, dans le respect des parties prenantes. Alors quand on parle des parties prenantes, on parle des salariés, des clients, des fournisseurs, bien évidemment des actionnaires, mais également d'autres parties prenantes. Ça peut être nos banques, enfin nos partenaires banquiers ou même nos commissaires aux comptes, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, et bien évidemment l'environnement sur lequel je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors, comment est-ce que nous comptons faire cette croissance? Alors, dans le groupe Thermador, nous avons la chance d'avoir plusieurs leviers de croissance. La croissance organique, elle se fait par les parts de marché, et certains de nos produits aujourd'hui sont encore, je dirais, potentiellement avec un potentiel de développement, puisque nos parts de marché, j'ai coutume de dire, quand les investisseurs me posent la question,
oscille entre 0 pour les produits qui viennent de démarrer et 30, 35, parfois 40% en France sur certaines gammes de produits. Bien évidemment, c'est sur les produits sur lesquels les parts de marché sont les plus faibles que nos potentiels de progression sont les plus importants. Extension des gammes. Nos sociétés, nos équipes dans les filiales ne manquent pas d'idées tous les ans pour créer des nouveaux articles, étoffer leur gamme. Et accessoirement, l'inflation. L'inflation, c'est particulièrement vrai en ce moment, permet de développer le chiffre d'affaires quand les sociétés ont suffisamment de poids vis-à-vis de leurs clients pour pouvoir répercuter les hausses de prix. Le développement à l'international, je laisserai la parole à Lionel tout à l'heure. Les créations de filiales, les dernières filiales créées dans le groupe Thermador, ça date un petit peu maintenant, hein, c'est 2013 pour Accelère, 2015 pour Aello, mais peut-être que l'avenir nous réservera aussi la possibilité de lancer une nouvelle filiale, soit sur une activité qui est en jachère dans une entreprise du groupe, en jachère qui est potentiellement développable, soit, comme on dit, de rien, from scratch, à partir d'une idée. La croissance externe, alors nous en avons beaucoup usé ces dernières années, nous pouvons encore l'utiliser. Je dirais qu'en 2023, nous avons sans doute beaucoup d'autres sujets prioritaires que la croissance externe. Ça ne veut pas dire que nous serons totalement sourds à des propositions qui nous viendraient de potentielles sociétés, mais en tout cas, ça ne va pas faire partie de nos travaux prioritaires en 2023. Et bien évidemment, tout ça, il faut le faire en tenant compte des contraintes autour du développement durable, c'est-à-dire être en capacité de se développer sans impacter plus que ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais même plus, en impactant moins. Donc tout ça, ça va demander énormément d'énergie et d'intelligence. Alors le développement durable. Nous avons présenté en 2021 un plan sur 10 ans qui montrait sur 19 indicateurs les objectifs que nous souhaitions atteindre en 2030. Tous les ans, nous faisons un calcul linéaire sur chacun de ces indicateurs pour voir si nous sommes dans la bonne trajectoire. Calcul fait en 2022, nous sommes en avance sur beaucoup de ces indicateurs. Alors, certains pensent que les objectifs fixés n'étaient pas assez ambitieux. Moi, j'ai aussi tendance à penser que nos équipes ont vraiment bien travaillé. Cela étant, nous sommes quand même un petit peu en avance par rapport à ce que nous avons imaginé en 2021. C'est la situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir, et tout particulièrement sur des enjeux qui me paraissent toujours difficiles. J'y reviens. Fidéliser nos collaborateurs. Vous savez que dans nos indicateurs clés, l'ancienneté moyenne est un indicateur important pour nous. Il est clair que si nous n'arrivons pas dans les années qui viennent à fidéliser, cet indicateur va se dégrader. Augmenter la part de capital détenue par les salariés. Alors, quand on parle de 7% détenus par les salariés, en fait, il s'agit des salariés, qu'ils soient en direct via le FCPE ou salariés retraités. Ça représente 7% du capital. Et nous avons l'objectif en 2030 de les emmener jusqu'à 8,5%. Et force est de constater, par exemple en 2022, qu'on a fait du surplace à ce sujet. Malgré le fait que sur le FCPE, nous sommes, on va dire, extrêmement dynamiques, ça ne suffit pas. Donc il faudra peut-être l'année prochaine qu'on imagine d'autres mécanismes pour continuer à accompagner les salariés de manière à atteindre ce 8,5 en 2030. Quelque chose qui est extrêmement difficile à faire et sur lequel nous travaillons, c'est d'être en capacité de dire à quel point nous pouvons réduire notre impact carbone et tout particulièrement l'impact carbone qui est lié à nos produits. Ça représente 94% des émissions, ça c'est une estimation, hein, 94% des émissions en équivalent tonnes CO2 sont portées par les produits que nous vendons. Donc nous savons que si nous voulons diminuer, par exemple, de 25% cet impact, nous devons absolument entraîner nos fournisseurs avec nous pour le faire avec eux. Sans eux, rien ne sera possible. Et c'est pour ça que nous avons, en 2022, repoussé l'échéance qui consiste à s'engager sur une réduction, parce qu'aujourd'hui, on se sent
pas en capacité de maîtriser ça. Donc on va encore y travailler de manière très appuyée en 2023, de manière à fixer ces objectifs et travailler conjointement avec nos fournisseurs pour atteindre des objectifs qui soient cohérents avec une hausse de la température moyenne de 1,5 degré. Anticiper la déferlante réglementaire. Je pense que vous n'êtes pas, alors, sauf pour les spécialistes du développement durable, peut-être qu'il y en a dans cette salle, je pense que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de textes qui nous arrivent, et particulièrement de l'Europe, à ce sujet. Donc des textes très complexes que nous devons appliquer puisque nous sommes une société cotée sur le marché réglementé. Donc, en première ligne. Deux textes que j'ai particulièrement en mémoire. Devoir de vigilance. Ça consiste à maîtriser complètement sa supply chain, c'est-à-dire ses fournisseurs, et faire en sorte que vos propres fournisseurs maîtrisent leurs propres fournisseurs. Donc ça demande un engagement de tous nos partenaires et des partenaires de nos partenaires extrêmement fort pour éviter tout risque de dérive sociale, environnementale, etc. Il y a un bip-bip là qui sonne. Donc le devoir de vigilance est quelque chose qui va nous demander, là aussi, beaucoup d'efforts. CSRD. CSRD, ça veut dire en français la nouvelle façon de faire du reporting extra-financier. Donc vous connaissez la déclaration de performance extra-financière, DPEF, que vous pouvez consulter dans notre document d'enregistrement universel. Dans 2 ans, cette DPEF est morte. Vive la CSRD. On a un petit peu anticipé le sujet, mais pour autant, ça va amener un certain nombre de bouleversements sur les indicateurs et sur la façon qu'on va avoir de vous présenter nos performances extra-financières. C'est un texte extrêmement touffu et compliqué. Et dernier point, nos relations avec les agences de notation extra-financières. Alors ces agences de notation, si on répond correctement à leurs questions, s'ils trouvent facilement les réponses à leurs questions dans nos documents, dans nos publications, les notes sont tout à fait convenables pour le groupe Thermador. Dans le cas contraire, et ça nous est arrivé l'année dernière avec l'agence Moody's, s'ils ne trouvent pas réponse à leurs questions, on peut avoir de très mauvaises notes, et donc forcément, ça peut être pénalisant pour le groupe. Donc nous devons être en capacité à répondre à toutes les agences de notation extra-financière qui s'intéressent à nous, et si possible, à avoir une bonne notation. Et en tout cas, aucune controverse. Alors une controverse, c'est quelque chose qui se passe soit dans votre entreprise, soit chez vos fournisseurs, qui vous fasse énormément d'ombre ou de tort. Rassurez-vous, je ne vais pas, comme l'année dernière, défiler les 19 indicateurs parce que vous les connaissez déjà. Je vais simplement faire un focus particulier sur ceux qui me paraissent les plus difficiles. Cet indicateur d'absentéisme, alors vous voyez, ce n'est pas grand-chose, on est passé de 3,4 à 3,5, mais il va falloir quand même surveiller ça de près, de manière à stopper cette dérive et faire en sorte que nos salariés ne soient pas en arrêt maladie, trop souvent. C'est lié bien évidemment à notre qualité de management, mais ça peut être lié à beaucoup de choses et c'est des choses qui ne sont pas simples et sur lesquelles il faut beaucoup travailler. Je l'ai dit tout à l'heure, la part des salariés au capital a stagné et nous souhaitons qu'elle augmente. Ce qu'on appelle le scope 3, c'est ce que j'ai évoqué. Nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de vous dire notre engagement de réduction de CO2 scope 3 lié aux produits, et nous souhaitons absolument le faire. 1, donner notre objectif. 2, tenir notre engagement. Et ça, c'est pas simple parce que nous devons absolument entraîner nos fournisseurs qui, pour l'instant, découvrent ces contraintes. Et enfin, et là, ça rejoint devoir de vigilance, nous avons l'année dernière lancé une charte d'achat responsable que, vous le voyez, une grande majorité de fournisseurs ont signé. Maintenant, il va s'agir de vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont signé. Parce que c'est facile de signer une charte, de renvoyer à son client.
en disant je l'ai signé et je passe à autre chose. Après, si on se rend compte que dans les faits, il y a une dérive notable par rapport à ces engagements, il va falloir qu'on soit en mesure de noter nos fournisseurs, de les rappeler à l'ordre éventuellement, de diligenter des audits. Et tout ça, c'est un travail qu'il va falloir mettre en œuvre d'une manière cohérente, homogène sur l'intégralité du groupe. Nous avons 800 fournisseurs dans le groupe Thermador. Alors, nous n'allons pas passer, dans un premier temps, 800 fournisseurs au peigne fin. Nous allons nous concentrer sur les plus importants, mais c'est quand même un travail énorme, et particulièrement pour nos services achats. Yves? Oui, il n'est pas loin. Parce que Yves va intervenir sur le solaire. Alors, vous la connaissez, cette diapositive. Ça résume d'une manière assez simple tous les métiers du groupe, toutes les filiales. Alors, vous voyez, beaucoup de produits, beaucoup de spécialités, beaucoup de canaux de distribution. Donc là encore, je ne vais pas repasser en détail tous les canaux de distribution du groupe Thermador. Je vais simplement faire un focus sur les nouveautés de l'année. Vous voyez au milieu une société qui s'appelle DPI, qui est arrivée dans le groupe le 31 octobre, et qui livre des canalisations plastiques pour les réseaux secs ou humides, à la fois aux grossistes, mais également directement à certains gros acteurs des travaux publics ou spécialistes de la pose de canalisation. Donc voilà, un canal de distribution, une gamme de produits supplémentaires dans le groupe de Thermador. Grégory Urpi est présent, il est là. Donc si vous souhaitez lui poser des questions sur, par exemple, pourquoi avez-vous créé cette société à Monaco? Je sais que c'est une question qui préoccupe beaucoup les actionnaires. Je vous suggère soit de la poser tout à l'heure, soit au cocktail, vous attrapez Grégory, il vous répondra. L'histoire de son entreprise est assez étonnante. En tout cas, on a affaire à une entreprise extrêmement dynamique commercialement, puisque vous imaginez, ils sont 17 personnes, ils ont fait l'année dernière 62 millions d'euros. Donc, en ratio chiffre d'affaires par personne, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, AFI, une société qui était dans la zone industrielle que nous occupons depuis des années, à quelques pas de Sferaco, et qui a fusionné avec Sferaco. Ça a permis à Sferaco d'avoir une gamme de raccords acier et de raccords fonte plus grande, et de diversifier ses sources d'approvisionnement dans ce domaine. Nous en revenons à l'essentiel, au basique, puisque Thermador a été créé en 68, et cette société, cette année, a fait des performances tout à fait extraordinaires. Et j'ai pensé que c'était intéressant pour vous de découvrir une gamme de produits qui a véritablement explosé cette année chez Thermador, et c'est Yves qui va venir vous en parler. Merci Guillaume. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, Thermador, si vous suivez un petit peu l'actualité depuis quelques années, le DU notamment, Thermador a connu de belles évolutions. Thermador distribuait et distribue toujours des accessoires relativement simples, classiques, qui vont autour du marché du chauffage, de la plomberie, du sanitaire. Il y a quelques années, Thermador s'est développé sur les accessoires autour de la pompe à chaleur, donc des accessoires déjà plus techniques, à plus forte valeur ajoutée. Et l'année passée, l'entreprise a pris un virage très important dans le monde du solaire. Et je vais vous présenter ce qu'est un chauffe-eau solaire individuel pour que vous visualisiez un petit peu mieux notre activité. Pour l'anecdote, donc on est passé de 100 000 euros à 8 millions en un an l'année passée, donc à peu près 8% du chiffre. Donc cette présentation va être faite avec l'appui du travail qu'a fait Opaline, très bon travail sur une maison virtuelle, la maison Thermador, on va dire. Voilà, un projet qui a été développé par les différentes filiales du bâtiment, du groupe. Vous les voyez apparaître, Accélère, Jetly, PVTube, Sferaco, Thermacom, Thermador. Donc là, dans une maison un peu témoin, on va dire maison témoin du groupe, vous voyez les différents équipements des différentes filiales. On voit apparaître sur le toit les chauffe-eau solaires individuels, à ne pas confondre avec le photovoltaïque. Donc là, 3 panneaux, une maison classique équipée pour un chauffage solaire individuel. Vous voyez en même temps tous les autres équipements, je ne les reciterai pas tous. Et en chaufferie, les différents accessoires pour produire l'eau chaude sanitaire, mais aussi la partie chauffage. On va voir en surbrillance les équipements, les équipements qui concernent un chauffe-eau solaire individuel. Donc on voit que c'est très très simple.
Donc, ce sont les panneaux, ce sont des conduits qui permettent d'alimenter ces panneaux. Conduits fournis d'ailleurs par la société PBTube, donc une synergie à souligner. On voit en chaufferie, on va le voir plus précisément, le ballon blanc que vous voyez à l'écran. Ce ballon, ce n'est ni plus ni moins que votre cumulus. Chez vous, vous avez tous, j'imagine, un cumulus électrique. Dans notre cas de figure, on va avoir toujours ce ballon, qu'on pourrait appeler cumulus, mais alimenté par des panneaux solaires, donc qui va apporter l'eau chaude chauffée par le soleil. Donc, système très simple, un ballon au centre, et ensuite tout un ensemble d'accessoires relativement simples qui vont permettre d'assurer la sécurité d'une part et le confort pour avoir l'eau à la bonne température à tout moment de la journée. À souligner que tous nos fournisseurs historiques participent de près ou de loin à l'équipement de ce genre de kit. À souligner aussi que ces kits sont montés dans l'entreprise. Donc nous approvisionnons environ 25 produits différents et nos équipes magasins vont assembler pour livrer ces systèmes solaires à nos différents clients. Ce que l'on peut préciser aussi, donc je vous ai parlé de chauffe-eau solaires individuels. Nous proposons aussi toute une gamme de systèmes solaires combinés, SSC, qui permettent à la fois de faire, comme vous le voyez ici, de la production d'eau chaude sanitaire, mais aussi de contribuer à la production d'eau chaude de chauffage. Donc c'est un système complémentaire très intéressant. Pour information, ce type de kit chauffe-eau solaire individuel sont vendus environ 1 500 à 2 000 euros à nos clients grossistes. Donc on est loin des raccords que l'on pouvait vendre quelques dizaines de centimes, des purgeurs, des soupapes, des gros de sécurité qui représentaient quelques dizaines d'euros. Donc ces équipements sont faits selon les règles de l'art, ont été conçus par nos équipes marketing et techniques pour répondre à tous les besoins d'une famille, quelle que soit la taille de la famille, mais aussi tenir compte du générateur en place. Donc en période période nuageuse ou d'hiver, il y a un relais qui est pris, soit tout simplement par l'électricité, comme un cumulus, soit, pourquoi pas, par une pompe à chaleur, pourquoi pas, par une chaudière, bois, gaz, etc. Donc ces systèmes sont très évolués et on a systématiquement une offre qui correspond à un besoin pour une famille, en chauffe-eau comme en système solaire combiné. Et on peut souligner aussi que nous participerons directement à la transition énergétique, puisque ces systèmes, d'une part, accompagnent et sont validés par les aides de l'État, que ce soit des certificats d'économie d'énergie, C2E, et les primes, MaPrimeRénov' notamment. Et enfin, on contribue directement au développement durable, puisque ces systèmes, donc chauffe-eau thermique solaire, sont totalement recyclables, contrairement à d'autres systèmes de production de chaleur. Voilà pour cette présentation rapide, et puis je vous invite à venir nous rencontrer, l'équipe Thermador, et notamment Mehdi Sekat qui doit être ici, et dans la salle ici, qui est le responsable du développement solaire et qui contribue fortement à cette réussite. Merci de votre attention, et merci Guillaume. Merci Yves. Un petit regard sur les chiffres d'affaires 2022. Je reprends ni plus ni moins que ce que vous avez déjà reçu dans la lettre aux actionnaires, la dernière lettre aux actionnaires. Donc vous voyez ici un focus particulier sur les sociétés qui sont les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage, donc les sociétés grand public du groupe Thermador. Et vous voyez sur ce tableau simple que les sociétés de ce secteur ont eu un chiffre d'affaires quasi stable, en légère progression pour Mecafer, grâce à ces groupes électrogènes, mais un chiffre d'affaires quasi stable par rapport à l'année dernière. Mais tout de même, avec une inflation extrêmement forte. Ce qui veut dire en réalité que ce marché a été réellement en retrait en termes de volume, à la fois sur certains de nos produits, mais également pour nos clients qui ont subi en 2022 des reculs sur un certain nombre de produits, et notamment dans le domaine du jardinage. Alors vous allez me dire, c'est après des années folles post-Covid, un retour à la normale était attendu, c'est vrai, mais c'est quand même assez violent. Dans les activités bâtiments, je vais
vais porter un regard particulier sur les événements qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc la société Isocel, que j'avais tendance à appeler la petite société Isocel, parce que c'est vrai que pendant pas mal d'années, elle était à 5-6 millions. En 2-3 ans, hop, s'est envolée pour se retrouver au-dessus de 10 millions de chiffre d'affaires. Je rappelle que cette société a pour client à l'origine des fabricants de chaudières, mais c'est diversifié et a profité de l'envolée des énergies renouvelables et de toutes les sociétés qui travaillent autour des générateurs type pompe à chaleur. Donc ce qui vaut à cette entreprise, alors ce n'est pas uniquement le marché qui les a amenés là, c'est eux aussi parce qu'ils ont bien travaillé, mais vous voyez cette progression de 22% et ce cap franchi à 10 millions d'euros. DPI, alors 9 millions, c'était un trimestre. On peut imaginer effectivement, donc l'année dernière ils ont facturé 62 millions. Je précise que ces 62 millions faisaient suite à 47 millions l'année précédente. Donc une dynamique de développement très forte pour des pays. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils vont atteindre 62 millions en 2023. Pour autant, ils ont pris des parts de marché sur un marché extrêmement important et vont sans doute contribuer à la croissance du groupe dans les années qui viennent. Avec des pays, nous avons déjà identifié un certain nombre de synergies clients et éventuellement fournisseurs à mettre en œuvre avec certaines de nos filiales. Je peux citer par exemple le domaine de l'eau ou le domaine de l'irrigation. Thermador, on en a parlé, franchissement symbolique de la barrière des 100 millions d'euros. Quand je suis rentré dans le groupe, quand une filiale était au-dessus de 100 millions de francs, c'était bien. Voilà, on est passé en euros. Accélère. Donc notre filiale créée maintenant il y a 10 ans continue à progresser année après année. C'est un travail de fourmi et ce qui nous satisfait, c'est que la progression d'Accélère se fait sur son fonds de commerce. Alors, les aléas de chiffre d'affaires d'Accélère en fait cachent le fait que tous les ans, des produits qui constituent le fonds de commerce de ce modèle d'affaires est là. Donc, nous restons extrêmement confiants. Vous savez que cette société, pour l'instant, est juste en dessous du seuil de rentabilité. Nous sommes convaincus que nous avons eu raison de lancer cette activité parce que c'est une activité extrêmement complémentaire à la circulation d'eau dans les bâtiments. La circulation d'air est cruciale et elle le sera encore plus dans le futur puisque les bâtiments sont de plus en plus étanches. Nous avons besoin absolument de maîtriser l'air. Industrie et export, j'ai un regard. Alors, on a fait de bons scores en industrie l'année dernière, mais porté quand même, il faut le dire, par l'inflation. Il ne faut pas l'oublier. Quand on regarde dans le détail des quantités, on voit effectivement que c'est souvent corrélé à une stabilité des volumes, ce qui est déjà une belle performance. Une société a fait un score tout à fait particulier, c'est la société Sodeco. Peter, où es-tu? Il est là. Donc le dirigeant de Sodeco est là. Vous pourrez soit lui poser des questions tout à l'heure ou pendant le cocktail. Donc une année record pour Sodeco, ça fait extrêmement plaisir puisque c'est une société que nous avons acquise, souvenez-vous, en 2017. Un changement de dirigeance qui n'est jamais simple à faire. Peter a pris les choses en main d'une manière remarquable et s'ensuit une année record en activité, ce qui est tout à fait encourageant. Mais je vais laisser la parole à Lionel qui maintenant va vous parler de l'export. Merci Guillaume. Alors oui, donc on a parlé de Sodeco. Sodeco a fait une très très belle année et a contribué donc au très bon résultat de l'international en 2022, puisque en 2022, l'international a pesé pour un peu plus de 17% du chiffre d'affaires global du groupe. Donc c'est pratiquement un point de plus que l'année dernière. Et c'est une bonne chose parce que c'est vraiment en lien avec, et ça s'inscrit dans notre stratégie qui est de faire en sorte que l'international progresse dans le chiffre d'affaires global du groupe. Donc ça, c'était une bonne performance. Donc grâce à Sodeco qui a particulièrement bien marché, qui a pris de très beaux projets dans l'industrie sur ces marchés, au Benelux et aussi en Allemagne.
Citons aussi Safeco et FG Inox qui vendent des accessoires de fournitures industrielles, robinetterie industrielle, robinetterie liée aussi au génie climatique, à l'eau et enfin des accessoires en inox. Donc bonne performance de ces deux entreprises-là à l'export. Et aussi une belle performance d'Audrea qui a continué à bien progresser en Espagne grâce à sa gamme de robinetterie sanitaire auprès des grandes surfaces de bricolage. Donc vous pouvez voir sur la carte ici le périmètre en fait sur lequel nous intervenons. Donc c'est l'Europe. Tous les pays européens sont couverts par nos équipes, par nos différentes sociétés, et aussi une grande partie de l'Afrique, sur lesquelles nous sommes présents depuis déjà 5-6 ans. Voilà, quelques expériences aussi sur d'autres marchés, mais la priorité aujourd'hui, c'est l'Europe et l'Afrique. À noter aussi qu'on parle un nombre de langues très impressionnant, puisque 20 langues sont maîtrisées, ce qui nous permet d'être en prise directe avec nos clients et de bien comprendre leurs besoins et leurs attentes. Guillaume, je peux peut-être faire un petit point sur les perspectives 2023 ou c'est un petit peu tôt ? Vas-y, okay. Je t'en prie, moins de travail pour moi. D'accord, ok. Donc les perspectives à court terme, donc c'est continuer à nous développer dans l'industrie en Europe, puisque nos parts de marché sont encore faibles. Donc on a un gain de parts de marché important qu'on peut encore réaliser dans les années qui viennent. Donc on va s'atteler à ça, donc essentiellement avec Sodeco, FG Inox et Safeco. Et nos activités aussi grand public avec Audrea, mais aussi Mecafer Domac, pourront continuer à progresser en Espagne et puis aussi dans les pays limitrophes, donc avec les gammes de robinetterie sanitaire, mais aussi avec les autres gammes portées par ces deux sociétés-là. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, nous sommes présents au cocktail, donc vous pouvez discuter avec les représentants des différentes sociétés citées pour échanger davantage avec elles. Alors, tu peux donner la télécommande à Patricia qui va arriver. J'en profite pour vous rappeler que Lionel donc, est dirigeant de Safeco, la société qui vend à l'international, qu'il est également directeur général délégué du groupe Thermador, et qu'il a été nommé à ce poste-là tout particulièrement pour être en capacité de me remplacer si j'avais un problème de santé ou un accident. Donc, vous savez que dans les principes de gouvernance, nous devons absolument être en mesure de faire face à la défaillance du dirigeant, et donc Lionel serait amené à me remplacer en cas de pépin. Mais rassurez-vous, je suis en bonne santé. Enfin, j'y veille. Et dans le groupe Thermador, il y a une deuxième personne clé, directrice générale déléguée, Patricia, qui va vous commenter les chiffres et vous faire tout autre commentaire autour de ces chiffres qui ont intérêt d'être cités. Vas-y, Patricia. Voilà. Bon. Merci pour votre attention déjà. Donc effectivement, Thermador Group, donc Guillaume et puis Lionel vous ont parlé de nos activités, de nos filiales, et tout cela en fait nous a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 550 millions pour cette année, pour l'année 2022, avec vous avez vu des diversités dans les réalisations, mais il n'empêche que nos équipes ont beaucoup travaillé et on les en remercie ce soir, et je pense qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui sont là, qui sont salariés, donc je me permets de les remercier à nouveau. Donc, si on regarde notre année en termes de chiffre d'affaires, nous avions la rénovation énergétique qui nous a permis en fait d'avoir cette croissance, l'inflation, comme dit précédemment, et puis de baisse de volume, puisque c'est ce qu'on a pu constater au cours de cette année. Donc tout cela a fait de l'année 2022 un enjeu majeur, c'était de préserver nos marges commerciales, puisqu'on a eu des augmentations de prix d'achat. Donc toutes nos équipes commerciales et nos équipes achats ont travaillé pour préserver cette marge commerciale. Au niveau du groupe, on a perdu 1,2 points de marge. On a des diversités donc, dans les réalisations. Le canal professionnel, les filiales qui sont dans ce canal-là, ont réussi à maintenir leur marge commerciale. Par contre, au niveau des activités grand public, ça a été beaucoup plus compliqué, avec des clients qui sont concentrés, de la grande distribution, une exposition à la parité euro-dollar plus forte, et puis également
des difficultés liées à la consommation des ménages qui a été beaucoup plus impactée par la tension sur le pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça a fait que mécaniquement, ces activités donc dans le canal grand public ont eu une baisse du taux de marge. Donc si on regarde ensuite, donc, pour expliquer donc notre résultat qui est quand même en progression importante, qui est resté en progression importante, donc avec une marge commerciale qui a légèrement baissé, nous avons maîtrisé nos frais. Donc les frais de transport ont baissé puisqu'on a une baisse des volumes, mais nous avons continué de maîtriser nos frais. Et il y a un poste de frais qui est le poste le plus important au niveau de nos différentes filiales, c'est les salaires. Et les salaires, ça a été le travail au quotidien de préserver en fait, le pouvoir d'achat de nos salariés avec une augmentation moyenne de 4,62%. Et ça a fait partie, il y a eu plusieurs hausses dans l'année et on continuera sur 2023 en fait, à être vigilant sur les politiques salariales. Le résultat net, c'est aussi, on peut dire, le résultat d'un taux d'impôt qui a baissé. Donc ça, chaque année, on le dit qu'on a une dégressivité de l'impôt. Mais maintenant, on arrive à un taux d'imposition à 25%, qui n'est pas loin des 25%, et ça nous a fait économiser quand même en charge d'impôt de 1,6 million. Et nous payons nos impôts essentiellement en France, de l'ordre de 96%, et le reste est payé donc en Belgique et en Espagne. Donc voilà pour la partie chiffre d'affaires et résultat net. Je vais passer sur la structure financière. Donc effectivement, dans notre structure financière, quand on regarde notre bilan, on a le poste client qui est important à l'actif et on a la valeur de notre stock. Donc la valeur de notre stock cette année a continué d'augmenter en valeur, en euros. C'est la résultante de l'augmentation des prix d'achat et de la parité euro-dollar parce qu'on continue d'avoir une exposition et des achats en Chine de l'ordre de 36%. Donc on a une augmentation de la valeur de notre stock. Mais si on regarde en nombre de jours, au final, nous atteignons un nombre de jours d'achat de 192 jours, ce qui est en baisse par rapport à 2021. Et donc ça, c'est le reflet d'une prise de conscience. On parlera de la trésorerie tout à l'heure, mais il y a eu une prise de conscience fin juin, avec une trésorerie qui était négative, avec des carnets de commandes qui, en fait, devaient être réalignés par rapport finalement à l'évolution des volumes de vente. Et nos équipes, en fait, dans les filiales, ont travaillé pour pouvoir réduire finalement le volume d'achat auprès de nos fournisseurs sans les déstabiliser, puisqu'on continue en fait de travailler au jour le jour avec nos fournisseurs, qui sont des partenaires. Donc on a fait évoluer doucement le carnet de commandes à la baisse pour pouvoir en fait aligner le niveau des stocks par rapport au niveau d'activité. On s'est fixé, on a évalué notre stock normatif à 190 jours. Donc au final, on avait fait ce travail-là à fin septembre, on n'est pas très loin de cet objectif. Donc la trésorerie, elle a été très exposée cette année, puisque à fin juin, on était en fait sur une trésorerie négative, ce qui n'était jamais arrivé dans le groupe Thermador. Donc il y a eu un travail important sur relancer les clients, travailler le niveau des stocks. Et ça a donné une reconstitution de trésorerie sur le deuxième semestre qui a été très significatif. Et après, il faut aussi voir que la trésorerie, elle a été impactée puisque nos filiales, en 2021, avaient fait des achats de stock importants pour pouvoir en fait assumer une croissance d'activité. Cette croissance d'activité, selon les marchés, n'est pas arrivée. Et donc, sur la partie arrosage notamment, ce n'est pas arrivé. On n'a pas eu une saison importante en 2022. Donc mécaniquement, le stock, on l'a porté, on l'a financé toute cette année 2022 et on continue de le financer sur début 2023. En termes de délai règlement client, en France, on reste toujours, on profite de la LME, la loi de modernité économique, et donc ça, on a un bon délai règlement client. Par contre, on a un travail à faire sur l'Espagne, qui a un délai règlement qui est anormalement élevé, et donc ça fera partie des plans d'action de cette année 2023. Donc tout cela, je vais passer ensuite sur la partie emprunt. Donc les emprunts au niveau du groupe Thermador, c'est en lien avec le financement de nos croissances externes. Nous avons contracté un emprunt pour financer donc l'acquisition de DPI.
Et donc, cette acquisition s'est faite avec 2 banques, enfin, au travers de 2 emprunts, donc 2 banques, la banque historique CIC, qui nous accompagne depuis très longtemps, et une nouveauté, c'est le fait de souscrire un emprunt auprès du LCL. Le LCL, c'était donc le Crédit Lyonnais à l'époque, et qui était une des premières banques, je pense, du groupe. Et donc, voilà. Donc, nous avons contracté 2 emprunts pour financer cette activité, ce qui explique la hausse du montant des emprunts et dettes financières à fin décembre 2022. Et nous restons sur une structure financière très forte puisque nous approchons les 300 millions de valeur de capitaux propres. Tout cela en termes de pourcentage, si on regarde donc notre rentabilité, puisque nous rapportons toujours ces indicateurs à notre chiffre d'affaires. Donc pour nous, il y a 3 indicateurs qui sont clés, qui sont le rendement des capitaux employés avant impôt. On reste sur un niveau à 22%, puisque nous avons une rentabilité forte. Donc on retrouve un niveau, on est au-delà de ce qu'on avait en 2015, donc on reste sur un ROCE ou un ROCE selon les langues employées qui est fort. Ensuite, le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires, il reste au-delà des 14%, ce qui reste une bonne performance. Et notre résultat net, il est à 10,5%, toujours de façon, c'est le plus fort après 2021, mais 2021 était une année exceptionnelle. Donc on peut se dire qu'on a eu en fait une bonne année 2022 pour conclure. Voilà, je vais passer la parole à Guillaume pour la suite. Merci. En matière de fiscalité sur les entreprises, on a fini de manger notre pain blanc quand même. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que la fiscalité sur les entreprises diminue, ce qui fait que le résultat net se porte mieux que le résultat opérationnel, mais là, je pense que c'est terminé. La répartition du capital. Donc, vous voyez ici que le capital, finalement, est toujours réparti à peu près de la même façon, mais il y a des nuances importantes que je vais souligner. Donc, 40% des actionnaires individuels, 49% les institutionnels et le restant, les salariés, les dirigeants du groupe. Alors, quand je dis 7% détenus par les salariés, vous voyez ici, sur ce schéma, qu'il y a une partie directe des salariés, une partie FCPE et une partie des salariés retraités. Des actionnaires tout à fait particuliers au sein des actionnaires individuels qui méritent une distinction. Les fondateurs du groupe, Guy Vincent, Marc de Serres, Hubert Fournier, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a une bronchite, on lui souhaite un prompt rétablissement, et Geneviève Boreil, AE4, ils détiennent 11% du capital. Merci à eux de continuer à nous accompagner. C'est vraiment un plaisir, et puis en plus d'être présent lors de cet AG, c'est un vrai plaisir. Et de l'autre côté, j'ai tenu cette année à citer tous les investisseurs institutionnels qui nous font confiance. Et vous voyez, cette liste est quand même significative, puisque vous voyez apparaître dans cette liste d'investisseurs institutionnels 4 investisseurs américains, 2 investisseurs allemands. Il y en a un qu'on connaît depuis tout le temps, un deuxième qui maintenant est dans, comme on appelle, le top 10 des investisseurs institutionnels, et certains noms de l'investissement en France qui sont tout à fait honorables. Et c'est une certaine fierté pour le groupe Thermador d'avoir ces investisseurs à nos côtés. Alors c'est ça la grande évolution cette année, c'est la poussée des investisseurs étrangers, puisqu'ils représentent maintenant, incluant notre premier actionnaire, 26% du capital. Ce qui vaut à Patricia et moi de nous exercer en anglais pour être à la hauteur des questions qu'on nous pose. Une grande satisfaction également cette année, puisque nous avons plus d'actionnaires. Alors c'est toujours un challenge pour une société de notre taille d'aller chercher de nouveaux actionnaires individuels. Nous y sommes parvenus. Je rappelle, pour comparer des choses comparables, Air Liquide aujourd'hui a 750 000 actionnaires individuels. Alors il nous en reste beaucoup à conquérir, ce qui laisse le champ des possibles sympathique. Mais tout de même, nous avons conquis 350 actionnaires individuels supplémentaires cette année, ce qui est tout à fait remarquable pour une société comme la nôtre, qui n'est pas une biotech, fintech ou medtech, mais qui est une société de négoce en robinetterie.
Le parcours boursier, vous le connaissez, un gros coup d'arrêt en 2022. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Une crispation des marchés. Et vous savez, quand les investisseurs institutionnels commencent à être crispés, ils ont tendance à vendre les sociétés les moins liquides. Et les sociétés les moins liquides, c'est celles qui ont le moins de volume de titres sur le marché. Nous en faisons partie, même si dans les valeurs moyennes, nous sommes relativement liquides. Ce qui explique ce coup de Trafalgar à la rentrée des vacances d'été, et ce qui a valu à certains investisseurs l'opportunité de rentrer au capital ou à certains actionnaires individuels l'opportunité de faire une bonne affaire. Bon, nous nous sommes bien ressaisis depuis, je dirais que je ne vais pas faire de commentaires hauts sur le cours de bourse. Ce que je voulais souligner sur cette diapositive, c'est que nous n'avons jamais baissé notre dividende et que cette année, nous proposons encore une fois un dividende à la hausse. Alors, je lis sur le forum Boursorama que certains actionnaires sont insatisfaits du niveau de dividende, et je peux les comprendre. Ils disent le dividende n'augmente pas aussi vite que le résultat, donc c'est absolument anormal. Je vais vous montrer que c'est tout à fait normal, parce que le groupe Thermador, depuis quelques années, a aussi fait beaucoup de croissance. Et donc, ce qu'il faut absolument regarder pour un actionnaire individuel ou institutionnel, c'est le parcours dividende réinvesti, de manière à être tout à fait honnête. Le voilà. Et donc, vous avez sur cette courbe 10 ans de cours de bourse dividende réinvesti en partant d'une base 100. La courbe en bleu, c'est le CAC 40. Vous avez deviné que la courbe orange, c'était Thermador Group. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de ce que le CAC 40... Alors ça, c'est les chiffres au 31 mars, hein, ça a un peu changé ce soir, mais ce que le CAC 40 a rapporté dividende réinvesti en moyenne annuelle pour l'actionnaire qui a investi d'une manière diversifiée dans le CAC 40. Quelqu'un se lance? Alors, vous voyez sur le graphique qu'on passe de 100 à 260, hein, grosso modo. Il faut maîtriser les exposants. Non, personne ose? Non? Plus fort? 8%, vous êtes pas mal. C'est 9,5%. Et en fait, on flirte avec les 10. Alors, c'est particulièrement porté par des sociétés tout à fait remarquables. Les sociétés du luxe, par exemple, hein, LVMH, L'Oréal, qui ont fait des parcours ces 10 dernières années, ou même des sociétés de l'énergie comme Total, qui ont fait des parcours tout à fait étonnants. Et donc, à comparer, le groupe Thermador, pendant cette période, a eu une performance de 17,2% sur cette période, puisqu'on est passé d'une base 100 quasiment à une base 500 dividendes réinvestis. Donc, même si le dividende n'augmente pas aussi vite que le résultat, ce qui compte globalement, c'est cette courbe-là. Vous voyez ici les volumes de transactions. Ça intéresse tout particulièrement les investisseurs institutionnels qui, vous le savez, cherchent des blocs, hein, puisque eux font du négoce de gros sur les actions. Hein, ils ont besoin d'investir beaucoup, éventuellement de retirer beaucoup. Et on constate depuis 2 ans que c'est en baisse pour le groupe Thermador, comme pour beaucoup de valeurs moyennes. En revanche, on est en hausse par rapport à 2019, et je pense que nous sommes sur un palier. J'espère qu'en 2023, on va reprendre un volume d'échanges qui soit en croissance par rapport à 2022. Ça permettra aux investisseurs institutionnels de rentrer et sortir plus simplement du capital. Quelques mots sur les perspectives, et je dois dire que je reste tout à fait prudent et modéré par rapport à la conjoncture. Vous le savez, nous avons répercuté énormément de hausses de prix. L'inflation, c'est un sujet qui touche tous les milieux, et j'ai tendance à penser que trop d'inflation risque de mener à une récession. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une récession économique, même si ce début d'année, pour beaucoup de sociétés, se passe plutôt bien. Alors, on donnera nos chiffres dans quelques jours sur le premier trimestre, mais c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit aujourd'hui. L'activité tient, mais je reste quand même dubitatif sur cette capacité à maintenir une activité avec des hausses de prix pareilles. Dans le bâtiment, on peut parler d'une véritable catastrophe dans le logement neuf, puisque le nombre de permis de construire est en chute libre depuis quelques mois, après un pic qui était tout à fait anormal.
Et ça a conduit beaucoup de sociétés dans le domaine de la maison individuelle à de grandes difficultés. Ça va être extrêmement difficile pour les sociétés du groupe comme Thermacome en 2023-2024 parce que les produits vendus par Thermacome sont particulièrement dédiés au logement neuf. C'est également le cas pour PB Tube. Donc, sur cette partie-là, qui représente en consolidé à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, on peut dire que ça va être difficile. En revanche, nous allons continuer à développer nos activités dans la rénovation, et tout particulièrement la rénovation énergétique. Alors, on a parlé des chauffe-eau solaires tout à l'heure. La pompe à chaleur et ses accessoires continuent à très bien fonctionner. Nous sommes aussi un fournisseur d'accessoires pour les chaudières à combustible solide. Nous avons des solutions de plafonds rayonnants qui permettent de remplacer la climatisation, donc ils sont extrêmement vertueux. Et c'est vrai que rafraîchir les bâtiments à l'avenir, ça va être un vrai challenge. Nous avons aussi des solutions de ventilation extrêmement économiques, donc des solutions de comptage d'eau, de calories. Tous ces équipements vont contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc là, fort heureusement, nous avons beaucoup à faire. Et nous sommes aidés, vous le savez, par les subsides des pouvoirs publics, c'est-à-dire des contribuables, puisque MaPrimeRénov' est en développement, même si l'organisme qui paye MaPrimeRénov' se fait tirer l'oreille pour la payer, mais quand même le montant engagé est très important. Et nous avons également les certificats d'économie d'énergie qui sont donnés ou payés par les fournisseurs d'énergie et qui représentent là aussi des montants colossaux. L'industrie, nous ne sommes pour l'instant pas le premier acteur en France et loin d'être le premier acteur en Europe, même si les indicateurs industriels, nous suivons tout particulièrement l'indicateur PMI, en France sont en dessous de 50, donc ça veut dire qu'on est plutôt dans une phase de ralentissement, mais également en Europe, du fait de notre position en part de marché et des efforts que nous faisons, d'une part des efforts commerciaux, de prescription, voire de démarche directe auprès de certains gros acteurs, de développement de gamme. Du fait de ces efforts-là, nous pensons toujours pouvoir progresser en France et en Europe dans ces produits. Grand public, après une année 2022 en demi-teinte, il ne faut pas s'attendre en 2023 à un miracle. Je pense que dans ce domaine-là, nous allons rester dans une activité difficile, puisque l'inflation a quand même pénalisé le pouvoir d'achat des Français. L'export, Lionel en a parlé, je ne reviens pas sur le sujet. Immobilier et investissement, nous allons continuer à investir dans nos bâtiments. Alors vous savez que c'est une part importante du patrimoine du groupe, puisque nous sommes propriétaires de beaucoup de bâtiments. Nous allons continuer à investir pour, essentiellement dans les mois qui viennent, diminuer notre consommation énergétique et tenir nos engagements de réduction directe. Les investissements vont représenter 8,5 millions, dont à peu près 4 millions pour les bâtiments en 2023, après 11 millions d'investissements en 2022. 2023 est également une année d'organisation, d'intégration. Je parlais de cette fusion d'Ypra et Rousseau qui donne naissance à Audrea, avec de gros travaux informatiques qui ne sont pas terminés, pour donner aux salariés de cette entreprise Audrea tous les moyens de se développer sur un marché difficile. Et ensuite, on a aussi à déployer toutes les améliorations qu'on a amenées sur le logiciel, l'ERP du groupe, pour les autres filiales du groupe qui sont demandeuses d'amélioration. Nous devons changer de version sur cet ERP, toujours continuer à recruter de nouveaux collaborateurs, les fidéliser pour étoffer notre équipe informatique. Et Dieu sait si dans ce monde-là, c'est difficile de trouver des talents, puisque tout le monde est fortement demandé. Nous avons aussi beaucoup de travail à faire sur le développement de nos sites e-commerce. Donc vous voyez, la feuille de route des systèmes d'information est bien chargée, avec des projets plus concrets comme un logiciel de suivi des clients qui s'appelle un CRM dans le jargon, et la migration de la société Thermacome dans quelques mois quand les équipes IT auront remis les pieds sur terre, je dirais. À terme, déjà cette année, nous allons commencer à mener une réflexion sur la gestion de nos données produits, puisque la donnée produit devient l'or noir de notre métier. Être capable de maîtriser la donnée de ses produits, c'est vraiment être capable de maîtriser son commerce de demain.
Ça va être le moment pour nos commissaires aux comptes de prendre la parole. Alors, je profite du petit temps qui leur est donné pour nous rejoindre, pour rendre un hommage tout particulier à la société Mazars, qui est représentée par Frédéric Morel aujourd'hui. Alors moi, j'ai connu 2 commissaires aux comptes de la société Mazars, et cette société Mazars nous a accompagnés depuis 30 ans. Alors, si Mazars quitte le groupe Thermador, ce n'est pas du tout parce que nous sommes insatisfaits de Mazars ou Mazars insatisfaits du groupe Thermador, c'est simplement que nous devons, pour respecter des règles d'indépendance, au bout de quelques années, et là c'est 30 ans, changer de commissaire aux comptes. Ce qui a été une nécessité. Donc Mazars va être, et on votera une résolution dans ce sens-là tout à l'heure, remplacée par Deloitte. Mais je voulais tout particulièrement remercier pour cet accompagnement et puis remercier Frédéric. Vous pouvez venir, hein. Remercier Frédéric d'avoir tenu le flambeau jusqu'à maintenant. Alors, messieurs les commissaires aux comptes, c'est à vous de prendre la parole. Bien au milieu des 2 micros, nous vous écoutons. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons, le Collège des commissaires aux comptes, nous avons travaillé conjointement sur l'ensemble des sujets d'audit. Alors pour ce soir, je vais vous présenter les rapports sur les comptes consolidés d'abord et comptes sociaux ensuite. Frédéric Morel vous présentera la partie sur le rapport spécial. Alors si on commence par les comptes consolidés, donc les chiffres qui vous ont été présentés précédemment. Nous avons mené nos travaux tout au long de l'année. Nous sommes intervenus au 30 juin sur les comptes semestriels et avons audité les comptes au 31 décembre dans de très bonnes conditions. Nous avons également obtenu les informations nécessaires de la part de toutes les filiales significatives du groupe. Comme indiqué donc, dans le rapport qui se trouve en page 164 du rapport du document unique, on a travaillé principalement sur les éléments significatifs, écart d'acquisition, qui résulte de toutes les croissances externes dont il a été sujet un peu plus tôt. Donc, il y en a pour 79 millions au bilan consolidé. On s'est assuré en fait de la valorisation de cet actif. Deuxième sujet très important qui a été évoqué un peu plus tôt également, ce sont les stocks qui représentent 190 millions d'euros. Donc là également, on s'est assuré de la correcte valorisation et de l'existence de ces stocks. On s'est assuré que toutes les informations qui étaient communiquées aux actionnaires, tant dans le document unique que dans les documents juridiques, correspondaient bien aux comptes qui ont été audités. Et en conclusion, donc, sur ces comptes consolidés, nous certifions que ces comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, régulier et sincère et donne une image fidèle du résultat et des opérations d'exercice écoulées et de la situation financière et du patrimoine. Donc une certification pure et simple en d'autres termes. Ce qui concerne les comptes sociaux de l'entreprise Thermador SA. Donc le rapport sur les comptes figure en page 177 du document unique. De la même manière, donc, on est intervenu en cours d'année conjointement. Pour les comptes sociaux, comme pour toutes les holdings, nos travaux ont principalement porté sur l'évaluation des titres et des créances qui peuvent être liées. Il y en a pour 180 millions d'euros, 78% du bilan. Donc là, on s'est assuré que ces titres sont parfaitement valorisés et ne doivent pas être dépréciés. De la même manière, donc, tous les éléments transmis aux actionnaires dans les documents sont conformes aux comptes qui ont été audités.
Et là également, donc nous certifions, cette fois-ci au regard des principes comptables français, que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice. Donc place maintenant au rapport spécial. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Simplement pour vous indiquer qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale, qu'en fait, des conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé, à savoir un contrat de location-gérance des fonds de commerce et location des locaux de stockage et des locaux administratifs avec certaines sociétés du groupe. Sont concernés Thermador, Jetly et Sferaco, et sont facturés des redevances de loyer, des redevances du chiffre d'affaires et des redevances sur le matériel. Les montants qui ont été facturés pour les redevances de loyer s'élèvent à 594 000 € pour Thermador, 1,2 million pour Sferaco et 900 000 pour Jetly, et les redevances sur le chiffre d'affaires de 2 millions pour Thermador, 1 million pour Sferaco et pour Jetly, 1,5 million. Et enfin, pour les redevances de matériel, un montant de 1 000 €. En ce qui concerne l'indemnité de fin de carrière des dirigeants, votre société s'est engagée à verser une indemnité de fin de carrière à ses mandataires sociaux en cas de départ à la retraite. Cette indemnité pour départ à la retraite est calculée de la même façon que pour celle versée à un cadre salarié. Cette convention ne s'est pas appliquée sur l'exercice 2022. Votre conseil d'administration a précisé que cette convention est maintenue. Merci Guillaume pour tes commentaires et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Frédéric. Voilà le moment tant attendu par certains d'entre vous, soit pour prendre la parole et faire un commentaire, soit pour poser des questions. Donc, nous avons un micro qui circule de chaque côté de la salle. Si quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question, c'est le moment. Bonjour. Donc, je représente aujourd'hui l'Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren. Donc, un fonds allemand composé de 250 entrepreneurs avec un horizon d'investissement à très long terme. Donc, en 2022, c'était encore une fois une année chargée pour vous avec de multiples défis, la guerre en Europe, la crise énergétique, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt. Et malgré ce contexte, vous arrivez à augmenter encore une fois le chiffre d'affaires et les résultats. Donc, bravo vraiment à toute l'équipe de management et vraiment à chacun des 770 employés du groupe. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux équipes de DPI et aux collaborateurs d'AFI. Donc j'espère que l'intégration et la réalisation des synergies se fera en douceur dans ce groupe avec une culture quand même assez exceptionnelle. L'intégration de nouvelles équipes nous semble en effet un point essentiel pour réussir dans la durée. Et donc, je vous félicite aussi pour la fusion d'Ipra Rousseau qui donne naissance à Audrea. Et enfin, j'ai été très heureux de lire et aussi de voir l'automatisation de FG Inox, parce que je pense aussi que réussir la transformation digitale est important pour l'avenir de chaque groupe. Et donc, je veux juste vous encourager à aller plus loin dans ce sens et continuer l'automatisation, l'e-commerce et toutes les autres briques qui sont importantes dans ce sens. Et pour conclure, aussi de mon côté, un merci au commissaire aux comptes et une très belle soirée. Je précise que nous avons des discussions tout à fait ouvertes et parfois avec cet actionnaire, et parfois nous ne sommes pas d'accord. Et donc, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec un actionnaire de référence, c'est d'échanger sur des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que si on était toujours d'accord sur tout, franchement, ce ne serait pas très intéressant. Donc, merci pour être à nos côtés depuis si longtemps. Merci de dire quand vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est aussi intéressant à entendre. Vous avez eu tout à fait raison de rappeler
ce point important sur l'année 2022 qui est l'automatisation du magasin FG Inox. C'est vrai que les équipes FG vont m'en vouloir si j'en parle pas ce soir, donc j'ai l'occasion de me rattraper. Ça a été un saut technologique important, un investissement important pour amener un gain de productivité à la préparation de commandes, mais également un gain de place énorme au niveau du magasin. Donc merci pour ce rappel. Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais merci à tous ceux qui sont là physiquement, mais nous avons peut-être 40 ou 50 personnes à distance qui peuvent aussi poser des questions. Et c'est Arlette, je crois, qui se fera l'écho des questions qui seront posées par le webinaire. Voilà. Eh bien, je vous écoute. Un habitué de l'Assemblée générale. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ça dépend de votre question, en fait. On coupe le micro. Je vais commencer par des observations. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nabil Esdan, donc actionnaire individuel et intervenant pour le compte de la PAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Alors, je vais faire deux observations avant de poser mes questions, en espérant que le micro ne soit pas coupé. Alors, premièrement, je suis ravi d'être ici, un peu comme chaque année, parce que Thermador, vous lancez finalement la saison des assemblées générales des sociétés clôturant le compte au 31 décembre. Donc, c'était la première assemblée. Vous êtes d'ailleurs aussi la première à verser votre dividende. Et moi, je ne critiquerai pas le fait qu'il augmente trop peu pour certains. Moi, je trouve que vous ne l'avez jamais baissé. Pour moi, c'est le plus important. La deuxième, je voudrais vous remercier de nous faire découvrir les lieux événementiels lyonnais, puisque ça fait plusieurs années que je viens, ça fait 5 lieux différents que je découvre, ils sont tous très sympathiques, hein. Mais donc, notre connaissance de Lyon, et peut-être même pour certains Lyonnais, sont absolument contents de voir des lieux de leur ville qu'ils ne connaissent pas forcément, ou qu'ils n'ont pas l'occasion de voir dans ces circonstances-là. Alors, quelques questions que je suis obligé de changer, parce que votre présentation est quand même toujours très bonne. La première, alors je vais saisir la perche que vous avez lancée quand même, concernant DPI, je voulais vous interroger là-dessus, malgré tout, sur le siège de DPI, qui effectivement est à Monaco. Alors pourquoi et surtout est-ce que vous entendez le maintenir à Monaco une fois l'intégration réalisée? Alors je vais y répondre tout de suite parce que je vous connais, vous allez balancer 10 questions, donc on va faire. Donc, effectivement, c'est une question que j'ai posée aux salariés et au management de DPI. Il se trouve que l'intérêt fiscal pour les entreprises n'est pas considérable, contrairement à ce qu'on pense. En revanche, il y a des intérêts sociaux pour les salariés. Et donc, avant de leur dire on vous rapatrie de l'autre côté de la frontière, il faut quand même réfléchir à l'impact social que ça pourrait avoir en matière de sécurité sociale et en matière de retraite. Donc, à court terme, ce n'est pas du tout un objectif. Je pense qu'on a autre chose à faire. D'ailleurs, ils viennent de déménager plutôt que de changer le siège social de DPI. C'est vrai que quand on a découvert cette société, le premier des réflexes a été de demander aux auditeurs qui ont fait les due diligence, d'être particulièrement vigilants sur les pratiques fiscales de l'entreprise. Et si nous avons été au bout de ce projet, c'est qu'on a considéré que c'était compatible avec le groupe Thermador. Okay. Alors la deuxième question, vous y avez partiellement répondu dans votre discours. Bon, vous avez profité des taux d'intérêt très bas pour faire de la croissance externe, mettant un peu un terme à la politique de Guy Vincent qui ne voulait pas d'endettement, vous l'avez fait. Alors, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la priorité pour 2023, mais ma question, est-ce que la remontée des taux, malgré tout, va vous inciter à réfléchir à faire les investissements uniquement sur fonds propres ou de recourir malgré tout à l'endettement? Je vous laisse répondre à celle-là ou je... Oui, et je pense que c'est tout à fait pertinent. Et d'une manière générale, l'augmentation des taux d'intérêt va forcément calmer les appétits, entre guillemets, non pas uniquement du groupe Thermador, mais de beaucoup d'acteurs en fusion-acquisition. Mais je dirais que ce n'est pas ça notre principal moteur ou notre principal frein. C'est plutôt la volonté de prendre un temps de respiration, d'intégration, d'organisation avant de partir sur d'autres aventures. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va rester aveugle à toute opportunité, mais en tout cas, sans doute pas à des opportunités de la taille de DPI, par exemple. J'ai deux dernières questions. Vous avez beaucoup parlé donc, des juniors que vous avez du mal à retenir, vous n'êtes pas le seul en matière. Est-ce qu'on pourrait parler par contre de ce que vous faites pour l'emploi des seniors? Donc je pense que les débats actuels qui divisent notre pays vont devoir vous faire vous occuper d'eux un peu plus longtemps. Et la deuxième question... Alors, je réponds. Sur l'emploi des seniors, on est à 33%, je crois, de personnes dans le groupe qui sont... attention, hein, celui qui dit qu'au-dessus de 50 ans, c'est un senior, va m'entendre, mais
On a 33% des salariés, je crois, de mémoire, qui sont au-dessus de 50 ans. Donc, on recrute encore, tiens, chez Sferaco, j'ai vu passer un mail aujourd'hui, une personne de plus de 50 ans. Je rappelle que l'histoire d'Aelo s'est construite au départ avec une équipe de quinquas. Donc, nous, on adore les gens qui ont 50 ans et plus, parce que c'est des gens qui sont expérimentés. Alors, ils n'ont pas la fougue de la jeunesse, mais ils ont l'expérience et ça nous plaît beaucoup, donc c'est un bon mixte. Et dernière question, alors je vais peut-être faire parler le responsable de l'expo. Est-ce que vous pouvez faire un petit focus sur le marché britannique? Eh bien, puisque vous voulez faire parler Lionel, on va le faire parler. Tiens, Lionel, parle-nous du marché britannique. Le marché britannique, on y est depuis une petite dizaine d'années. On était un petit peu inquiets il y a 3-4 ans. Et puis en fait, ça, c'est le Brexit et puis les nouvelles dispositions douanières, etc., nous ont pas entravé particulièrement dans notre croissance. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on continue à avancer sur ce marché-là. Donc ça fonctionne, on est présent et on a de nombreux clients qui nous font toujours confiance et qui importent maintenant, puisqu'il s'agit d'importer. La situation économique, elle est pas formidable, mais on continue à croître, puisqu'en fait, on a des parts de marché qui ne sont pas très grandes, donc qui ne sont pas très importantes, comme sur l'ensemble de nos marchés. Donc on avance, malgré les difficultés économiques. Merci, Lionel. Il y a une autre question, là? Et Arlette, tu auras une question à distance? Oui, bonjour. Bonjour. Je tenais à souligner, donc vous l'avez évoqué, le DEU, c'est effectivement un document de grande qualité avec l'intérêt d'avoir des chiffres clés donc sur une dizaine d'années. Alors c'est assez exceptionnel pour une entreprise d'avoir des chiffres clés sur des périodes aussi longues et ça permet effectivement de bien se rendre compte de l'évolution de l'entreprise et puis de la création de valeur. Donc bravo pour ce document. J'avais 2 questions. Donc la première question, vous avez 36% des achats donc réalisés en dollars. On a eu une variation assez forte de la parité euro-dollar donc sur l'année écoulée. Quel était l'impact financier donc pour l'entreprise? Et ma seconde question, quel est l'impact? Peut-être que sur la parité euro-dollar, je vais Patricia, si tu veux y répondre. Alors c'est pas 36%. Patricia pensait avoir terminé, mais non. Sur la parité euro-dollar, je pense que c'est bien que c'est toi qui en parles. On a 37% de nos achats. Donc, si vous voulez passer votre micro à Patricia, elle va vous répondre en direct. Non, mais normalement, je dois pouvoir parler, on doit pouvoir m'entendre. Ah oui, c'est vrai que tu as... Non, c'est bon, elle va pouvoir vous répondre. Donc 37%. On a 37% donc d'achats en dollars, effectivement. On a un mécanisme de couverture. Donc ça nous permet en fait de garantir, de compenser finalement les évolutions importantes. Donc c'est vrai que l'année 2022 a été compliquée puisqu'on a, malgré des couvertures importantes, le deuxième semestre, on était à peu près voisin de la parité. Mais il n'empêche, à chaque fois qu'on a une évolution de notre prix d'achat, on essaie de défendre notre marge commerciale et indirectement, ça augmente nos prix de vente. Donc c'est aussi, on a 2 moyens, on a nos couvertures et de l'autre côté, on a le fait de répercuter ça au niveau des prix de vente. Et donc on a aussi, parce que 2022 est passé, mais 2023, on a recommencé à couvrir. On essaye de couvrir au moins d'avoir un semestre d'avance. Voilà. Et donc là, on est très vigilant sur les variations, parce que si vous suivez, là en ce moment, ça varie beaucoup. On est passé de 0,98 à 0,8 en quelques semaines. Donc c'est nous, en fait, on le surveille. Donc il y a Isabelle Giraud qui ne doit pas être loin, qui travaille avec moi sur ce sujet. Et on a centralisé la trésorerie en dollars, qui avant était dans les filiales, et on l'a remonté au niveau de Thermador Group pour pouvoir négocier auprès de nos banques, des salles de marché, d'avoir des meilleures cotations. Et pour l'instant, on arrive toujours en fait à tempérer et à minimiser en fait les impacts. En tout cas, le niveau de risque pour l'actionnaire est relativement faible parce qu'on ne s'engage que sur 3 mois et donc on ne spécule pas sur quelque chose qui est absolument pas maîtrisable. Ok. Ma seconde question, donc l'impact de la hausse du coût de l'énergie donc sur 2022 pour l'entreprise. Alors en 2022, il n'y a pas eu d'impact puisque nous avions un contrat qui arrivait à échéance en 2022. Nous avons renégocié en 2023 avec une estimation d'impact qui sera de l'ordre de 650, 700 000, Patricia à peu près. Sachant qu'on peut aussi, on se donne la possibilité de renégocier en cours d'année avec les fournisseurs d'énergie. Donc c'est vrai que nous sommes une société de distribution peu impactée par rapport à une industrie,
Mais cela étant, c'est quand même significatif. Alors, toutes ces hausses, on a parlé de la hausse de l'énergie, on en parle maintenant, la hausse du transport, la hausse des salaires, ça induit forcément dans les comptes de résultats ou les comptes d'exploitation de nos filiales une hausse nécessaire et moyenne d'à minima 4 ou 5%. Donc ça veut dire que maintenant, on est sur un phénomène d'inflation embarquée, et donc nous continuons à répercuter des hausses actuellement sur le marché. Ça fait partie des choses qui sont prévues sur 2023, de l'ordre de 4-5% minimum. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, le document d'enregistrement universel, je tiens à féliciter l'équipe qui travaille dessus, hein, l'équipe de Patricia, qui est là d'ailleurs en totalité, hein, puisqu'il y a Patricia, il y a Adeline, il y a Geborg qui travaille d'arrache-pied, et bien évidemment toute l'équipe d'Opaline, notre société de communication, qui font que ce document sort dans un temps très court et qui est extrêmement étoffé et complet. Ça nous permet de faire cette assemblée générale tôt et d'avoir une discussion complètement ouverte avec nos actionnaires très tôt également. Arlette, tu as une question qui arrive à distance. 5 ? Oui. Bon, on va faire des réponses courtes. Alors du coup, on avait quasiment 50 actionnaires en ligne. On a tout d'abord une question de Thierry, qui suit attentivement Thermador Group et Air Liquide, et qui pose une question assez traditionnelle, de savoir si on a pensé à mettre en place une prime de fidélité des anciens actionnaires sous le dividende et un système d'actions gratuites comme Air Liquide. Alors, la prime de fidélité, non, parce qu'on cherche plutôt à avoir, je dirais, de la liquidité du titre, et nous ne sommes pas Air Liquide, nous sommes à peu près 90 fois plus petits qu'Air Liquide, et donc nous n'avons pas du tout le même volume de titres sur le marché. On ne cherche pas forcément à trop stabiliser nos actionnaires, ça viendrait à l'encontre de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire un peu plus de liquidité. Alors, les actions gratuites, c'est une grande thématique, et je ne vais pas répondre favorablement à cette proposition, puisque l'action gratuite n'enrichit pas l'actionnaire. Et je suis prêt à vous le démontrer par tous les moyens, mais ceux qui pensent que quand on vous donne une action gratuite, c'est quelque chose de cadeau, se trompent, puisque c'est simplement de la dilution. Donc les actionnaires me disent toujours, oui, mais on me donne une action gratuite et après le cours remonte. Oui, mais le cours remonte, mais si on ne vous avait pas donné l'action gratuite, le cours serait encore plus haut que si on vous l'a donné. Donc c'est vraiment de la dilution. Donc j'invite cet actionnaire à faire le calcul du parcours du titre Air Liquide dividende réinvesti et de le comparer avec celui que j'ai montré tout à l'heure. Et comme j'ai fait le calcul, je peux vous dire qu'on est au-dessus. Et largement. On a ensuite deux questions. Pardon. J'adore Air Liquide. Hein. Je ne vais pas critiquer cette société qui a d'abord des performances qui sont largement au-dessus du CAC 40 et qui traite son actionnariat d'une manière tout à fait remarquable. On a deux questions de Jean-Loup, un actionnaire qu'on connaît bien. Donc la première, c'est quel est le taux des emprunts contractés ? Alors ça non plus, on ne répondra pas, puisque ça fait partie de nos accords commerciaux avec les banques. Vous savez, quand vous obtenez de votre partenaire un excellent prix ou d'excellentes conditions, votre partenaire vous dit « gardez ça pour vous ». Et comme nous, on est loyaux vis-à-vis de ses partenaires, donc on ne diffusera pas ces taux. Patricia, tu veux diffuser les taux ? Je ne veux pas diffuser le taux. Je veux juste te dire que par rapport à ce qu'on a fait précédemment, on est parti sur une période plus longue, puisqu'on est parti sur 7 ans. Et après, on a effectivement négocié, mais ça, on l'a communiqué, le fait de décaler les remboursements un peu plus tard, en 2024, puisqu'on avait des remboursements d'emprunts en 2023. Donc c'est ce qu'on a négocié en plus d'un taux qui était fixe et placé. Voilà ce qu'on peut dire. J'ai oublié, excusez-moi, quelque chose d'important sur les opérations d'actions gratuites. Ce n'est pas gratuit pour l'entreprise. C'est-à-dire que si le groupe Thermador fait une opération d'action gratuite, on va dire une action pour 6, par exemple, qui n'enrichit pas l'actionnaire, mais qui fait plaisir, cette opération va coûter, facturée par Euronext, plus de 60 000 €. Donc je considère que c'est quand même, c'est pas anodin, 60 000 €. Donc, ce qui freine aussi la frénésie des opérations d'action gratuite. Voilà, j'ai terminé avec ce registre. Arlette ? Une deuxième question de Jean-Loup, et ça c'est peut-être Yves qui peut y répondre. Pour les panneaux solaires en autoconso ou en revente, quel est le pourcentage de la conso ?
C'est assez piégeux, je crois. Non, pas du tout, mais en fait, je pense qu'il faut revoir la vidéo, parce que nous ne vendons pas du panneau photovoltaïque, nous vendons des panneaux thermiques, c'est-à-dire qu'on chauffe de l'eau sur le toit, et avec cette eau qui est réchauffée, on va chauffer le ballon d'eau chaude. Donc, toute l'énergie qu'on a gagnée gratuitement, on ne la remet pas sur le réseau, c'est pour nous. Donc, ce n'est pas de l'énergie électrique, c'est de l'énergie thermique. Donc, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous ne sommes pas dans le marché du photovoltaïque. Une autre question d'un autre actionnaire qui s'appelle aussi Thierry, mais ce n'est pas le même que le premier. La ressource en eau devient un enjeu primordial des nappes phréatiques et de la sécheresse. Quel impact sur le marché de la piscine? C'est tout à fait vrai. Et donc, il est où, Jérôme? Il est là. Donc, c'est une thématique qui, bien évidemment, occupe l'esprit de Jérôme et de ses équipes. Jérôme Chabaudy, qui est le dirigeant d'Aello depuis le début. Et nous faisons feu de tout bois pour proposer des solutions techniques qui permettent de transformer la piscine d'un objet de consommation et voire de luxe inutile à un objet utile de captage d'eau, de manière à ce que la piscine ne soit pas consommatrice d'eau, mais aussi potentiellement puisse récupérer l'eau, récupérer l'énergie. Donc, en revanche, ça demande beaucoup de développement produit, beaucoup d'éducation et de formation vis-à-vis des installateurs, et là, le travail va être long, très clairement. Alors, pour parler de ce marché de la piscine, qui est sans doute un marché qui va être challengé en 2023, nous sortons quand même d'années assez exceptionnelles. Donc, il ne faut pas non plus crier au drame quand les affaires se calment un peu après des années euphoriques. En revanche, sur cette problématique de l'eau, vous avez cité la société Aello, mais la société Jetly est particulièrement sur le sujet, puisque nous vendons aussi des solutions de récupération d'eau de pluie. La société Audrea, qui est un spécialiste, alors Jetly fait aussi de l'arrosage, bien évidemment. La société Audrea est occupée sur le sujet, puisque nous avons une position sur les pompes d'arrosage. Donc, bien évidemment, ces sujets autour de l'eau nous préoccupent. C'est également une grande opportunité, je pense, pour la société DPI, n'est-ce pas, Grégory? Parce qu'il va falloir étancher toutes les canalisations françaises, et je peux vous dire qu'on a du boulot pour 20 ans. Il y a des fuites de partout. Donc tout ça, il va falloir le réparer, parce que économiser l'eau, c'est déjà éviter de la gâcher. Oui, une question de Philippe sur la mobilité interne, puisqu'il constate qu'il y a 700 employés de nombreuses filiales. Pensez-vous qu'un processus de mobilité interne vous permettra de fidéliser davantage vos équipes sans aucun recours systématiquement à des recrutements externes? Le processus d'évolution interne existe, puisque nous avons monté il y a quelques années une plateforme qui permet de mettre à disposition des salariés, et ceux qui sont dans la salle pour en témoigner, de tous les postes ouverts. Donc il y a eu beaucoup de cas dans le groupe Thermador ces dernières années, de personnes qui ont changé de société, changé de poste à l'intérieur du groupe. Donc c'est une disposition que nous avons prise à l'issue du premier baromètre de la qualité de vie au travail que nous avons fait il y a quelques années. Et ça fonctionne très bien. Et nous avons une dernière question de Jean-Claude. Pourquoi un groupe comme Castorama ne négocie-t-il pas directement ses achats auprès des fabricants? Eh bien, tout simplement parce qu'il le fait. Quand Castorama nous met en concurrence avec ses propres équipes d'achat, il est clair que nous devons être meilleurs que les équipes d'achat de Castorama. Mais quand vous vendez des matériels techniques, que ce soit des pompes d'arrosage ou des compresseurs d'air par exemple, et que vous devez assurer la qualité de ce matériel, assurer le service après-vente, fournir les pièces détachées éventuellement de ce matériel, assurer une gamme large, de l'innovation, je peux vous dire qu'on a autre chose à raconter que seulement un prix, parce que si c'était le cas, bien évidemment, nous n'aurions aucun marché dans ces marchés-là. Donc c'est un marché difficile, où nous sommes parfois en concurrence avec nos clients, mais depuis des années, nos équipes ont montré qu'elles étaient capables d'être performantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle, vous êtes... ouais, mais c'est vrai qu'on a un peu dépassé, on a quasiment dépassé les horaires parce qu'il y a encore les résolutions à voter. Donc je propose qu'on passe aux résolutions. S'il y a plus de... Ah, il y a une question encore? Oui, oui, ici. Ah, pardon. Pardon, je vais me lever. Oui, bonjour, Michel Jorin, ingénieur retraité. Je voulais
disons, merci pour votre rapport qui était quand même très clair et très précis. Petite question, l'empreinte carbone concernant la logistique, tout le transport, c'est quelque chose qui doit être important pour vous. Et autre chose, j'ai remarqué, disons, j'ai bien noté que les stocks, c'était quelque chose qui vous importait beaucoup, qui était très important pour vous. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle pour les gros groupes, disons, des stocks consignation pour vos gros clients? Alors, je vais faire court sur la deuxième question. Les stocks consignation, non. Parce qu'on entend que nos clients s'engagent avec nous et c'est extrêmement difficile de gérer des stocks consignation. Hein. Ça, c'est un piège pour la distribution dans lequel nous ne sommes pas rentrés. Après, la première question, c'est vrai que quand on fait l'étude de l'impact carbone d'une société de distribution, on pense toujours que c'est les transports qui pèsent le plus lourd. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui pèse 94% de notre impact, ce sont nos produits. Alors, le transport, ça pèse un petit peu dans ce qui reste. 5%, me dit Caroline. C'est bien. Merci, Caroline. Et donc, y travailler, dans les flottes de camions, on voit bien que l'évolution future de la part de nos transporteurs, c'est l'évolution des flottes vers des camions qui sont de plus en plus, moins consommateurs d'énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'impact des containers n'est pas, dépendamment des produits, n'est pas tellement plus fort qu'un camion qui vient directement d'un pays limitrophe. Donc on y travaille. Ce qui compte, c'est effectivement d'être efficace dans ces approvisionnements, d'éviter absolument l'avion, ce que nous faisons vraiment extrêmement rarement, et de globaliser nos achats. Merci beaucoup. Bien. Et bien, nous allons passer. Alors Caroline Desplaces-Coty, qui est à ma droite et directrice du développement durable, c'est une personne qui a rejoint le groupe en 2022, qui a constitué une petite équipe. Donc si vous voulez parler développement durable, RSE, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'attraper au cocktail. Elle est experte dans beaucoup de domaines à ce sujet. On est parti pour les résolutions. Les boîtiers sont en main. Alors, on va faire une petite répétition. Hein. Ouh! Ah ben, on a dépassé les 76%. Donc, on a quand même, par rapport à l'année dernière, on a été chercher 2 points supplémentaires. Donc, je suis extrêmement content. En fait, j'ai dû les ralentir parce que je leur ai dit, attention, vous savez, c'est comme le saut à la perche. Hein. On essaye de prendre 1 centimètre tous les ans, mais pas trop d'un coup, parce que l'année d'après, c'est difficile. En tout cas, merci à vous tous, ceux qui sont à distance, d'avoir voté. Merci aux investisseurs institutionnels qui sont, en règle générale, extrêmement disciplinés, et particulièrement ceux qui détiennent une part du capital important, pour atteindre ce score-là. Alors, j'ai un actionnaire qui m'a dit, oui, c'est bien joli, 76%, mais finalement, qu'est-ce qui nous prouve que c'est un bon score? Ils sont taquins, hein. Et donc, j'ai été chercher le score de l'Air Liquide, société que j'adore. Alors, c'est pas du jeu, parce qu'ils ont 750 000 actionnaires, donc vous imaginez, pour aller les chercher, même avec votre access, c'est pas simple. Mais Air Liquide a un quorum de 55%, ce qui est déjà très très bien. 35% du capital est détenu par les actionnaires individuels. Total, quorum, 69%. L'Oréal, plus de 80%. Alors je me dis, ça y est, j'ai un objectif. Sauf que les actionnaires individuels ne représentent que 6% du capital. LVMH, 80%. Actionnaires individuels, 5,5% du capital. Wavestone, peut-être certains d'entre vous connaissent cette société de taille moyenne tout à fait remarquable, 80%, mais c'est un capital contrôlé, puisque le flottant n'est que de 35%. Interparfums, magnifique société de taille moyenne, mais au capital, vous avez Interparfums Incorporated, qui représente 72% du capital. Donc, finalement, avec nos 40% d'actionnaires individuels qui sont globalement bien disciplinés et qui maîtrisent de mieux en mieux votre access, je pense que 76%, ce n'est pas pour nous envoyer des fleurs, c'est un bon score. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire mieux, mais je pense qu'on atteint quand même là des niveaux
des niveaux tout à fait significatifs. Alors, vous savez que certains membres de l'AMF, Autorité des marchés financiers, poussent pour un vote à distance en temps réel. Pour l'instant, on a été prudent, mais il est possible, dans les années qui viennent, que ceux qui sont à distance puissent voter en temps réel. Il est possible, et c'est techniquement jouable, que vous arriviez en AG avec votre téléphone portable et que votre téléphone portable serve de boîtier de vote. Donc quand vous serez prêt, vous me le dites et on se lance dans l'aventure. Il faut que le téléphone portable soit en bon état. On est parti pour les... Alors, je me tais parce que là, on va vous expliquer comment ça marche. Attention, vous vous concentrez. L'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches vertes, jaunes et rouges. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle. De toute façon, il y a un traceur sur les boîtiers. Alors, pour être sûr que tout le monde a bien maîtrisé son boîtier, nous allons faire une question test. Alors, êtes-vous favorable au choix du Théâtre des Célestins comme lieu de l'AG Thermador Group 2023 ? Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Ah, vous avez adoré ce lieu, hein? Bon. Alors, je précise que je vais vous donner, à chaque fois qu'on aura le résultat du vote des actionnaires, je vous donnerai le résultat du vote des propriétaires de parts du FCPE. Alors, vous savez qu'on a un FCPE dans le groupe Thermador qui est tout à fait remarquable, qu'on a lancé en 2001, ça fait quelques années. Et on a pris l'initiative, c'est les représentants des salariés au conseil de surveillance du FCPE qui ont pris l'initiative de faire un pré-vote de manière à connaître l'avis des salariés sur les résolutions. Donc vous saurez ce que pensent les salariés des différentes résolutions. Résolution numéro 1, approbation des comptes annuels. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc la résolution est acceptée à 99,99%. Les salariés ont voté à 95,3% avec 4,4% d'abstention. Résolution numéro 2. Approbation des comptes consolidés. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc la résolution est adoptée à 99,99%. Les salariés ont voté à 94,7% avec 5% d'abstention. Résolution numéro 3. Distribution d'un dividende de 2,08 € par action, soit pour 9 200 849 actions, un montant de 19 137 766,92 €. Le vote est ouvert.
Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,96%. Les salariés ont voté pour à 88,5% avec 7,2% d'abstention et 4,4% de vote contre. Résolution numéro 4. Renouvellement du mandat d'administratrice indépendante de Mathilde Yagoubi pour une durée de 4 ans. Je précise que Mathilde est présidente du comité du développement durable, qu'elle est malade, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir, et que c'est son 2e mandat. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,26%. Les salariés ont voté pour à 91% avec 7,8% d'abstention et 0,9% de vote contre. Résolution numéro 5. Le renouvellement du mandat administrateur indépendant de Olivier Villemont de la Clergerie, qui est là ce soir, pour une durée de 4 ans. Je précise que c'est son 2e mandat. Il a fait un premier mandat de 3 ans et ce serait le 3e, pardon. Donc il est déjà là depuis 7 ans, le temps passe vite, Olivier. Donc Olivier, vous le savez, est directeur général de LDLC. Pour ne rien vous cacher, j'en parlerai tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, mais si Olivier était reconduit dans son poste d'administrateur, il est fort probable que demain au conseil d'administration, il soit nommé président du comité d'audit. Forte probabilité. Donc il faut que vous votiez en votre âme et conscience. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,04%. Les salariés l'ont adoptée à 92,2%, avec 6,5% d'abstention et 1,2% de vote contre. 6e résolution. Alors, je dois faire une petite pause pour remercier Karine Godin, qui va quitter le conseil d'administration du groupe Thermador. Karine, moi j'ai toujours connu Karine au conseil d'administration, puisque c'est Guy Vincent qui a été la chercher. Je ne raconterai pas comment, parce que c'est Karine qui vous le racontera au cocktail. En tout cas, Guy Vincent l'avait invité à participer aux travaux du conseil d'administration, et depuis un parcours de 12 ans. Alors nous respectons le code Middle Next. Au bout de 12 ans, un administrateur indépendant n'est plus indépendant. Et comme nous avons besoin d'administrateurs indépendants dans le groupe, de manière à avoir un bon équilibre. C'est pour ça que nous avons sollicité une autre personne. Donc je remercie chaleureusement Karine pour ces 12 années. Ça a été une administratrice assidue, comme le sont tous les administrateurs du groupe, mais ça mérite d'être signalé quand même. Une administratrice loyale, impertinente. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente. Ça veut dire qu'elle est impertinente et qu'elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense. Et si c'est le contraire de ce que pense le président du conseil d'administration, elle s'en fiche. Et c'est vrai que c'est assez plaisant d'avoir des administrateurs qui ont une grande liberté de parole. Et puis, cerise sur le gâteau, Karine a également beaucoup investi en Action Thermador. Et c'est vrai que les actionnaires du groupe apprécient tout particulièrement les administrateurs qui se mouillent au niveau du capital. Donc, elle est détentrice de un peu plus de 1000 actions Thermador. Donc, bon, ça n'a pas été une mauvaise affaire pour toi, mais en tout cas, c'est un investissement qui est tout à fait louable. Merci encore pour cet accompagnement. Et donc, en remplacement de Karine, bien évidemment, pour l'équilibre et la parité, nous avons cherché une femme. Bon, j'avais cette idée depuis quelques années, puisque nous avions eu l'occasion de croiser Véronique dans nos travaux chez Middle Next, une association de sociétés de taille moyenne. Véronique, tu peux peut-être expliquer, alors tu as été DAF de Boiron, ce qui va rassurer les actionnaires, mais aujourd'hui tu as un poste tout à fait particulier qui mériterait peut-être que tu l'expliques toi-même.
Bonsoir, merci Guillaume. Voilà, alors j'ai un métier un peu particulier dont le nom ne va rien vous dire. Je suis économe diocésain. Donc économe diocésain, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est finance, bâtiment, social, etc., etc. En fait, c'est l'équivalent de Patricia, mais dans un diocèse, voilà. Alors, il faut préciser que c'est le diocèse de Lyon. C'est le diocèse de Lyon, oui, tout Voilà. à fait. Oui. Donc, on joue en terrain connu. Voilà, bon, je tiens à préciser quand même qu'elle est tout à fait dans l'esprit du groupe Thermador et pour participer à nos travaux. Elle fait preuve d'humilité, ce qui est important, mais elle a aussi de très bonnes compétences sur les sociétés cotées, ce qui nous arrange bien, notamment pour renforcer demain notre comité d'audit. Donc, je propose que nous votions pour sa nomination en tant qu'administrateur indépendante. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,26%. Bravo Véronique. Les salariés l'ont adoptée à 87,9% avec 10% d'abstention. Il faudra que tu leur expliques ton métier. Résultat du vote. Résolution numéro 7, approbation des éléments de la rémunération de ma rémunération pour 2022. Donc, pour ce sujet, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un sujet qui est assez compliqué. Vous avez des éléments extrêmement détaillés dans le document d'enregistrement universel. Et nous sommes prêts, Patricia et moi, à répondre à vos questions le cas échéant. Donc le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,12%. Les salariés l'ont adoptée à 87,5%, avec 5% de contre et 7,5% d'abstention. Résolution numéro 8, c'est la même chose pour Patricia, toujours sur l'année 2022, puisque tout à l'heure, nous allons voter la résolution pour 2023. Vous savez, c'est le fameux CNP qui est un peu compliqué, mais c'est la réglementation. Donc, approbation des éléments de la rémunération de Patricia Mavigné pour 2022. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,15%. Les salariés l'ont adoptée à 87,9%, dont 4,7% de contre et 7,5% d'abstention. Résolution numéro 9. Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration. Donc c'est la politique de manière générale, telle qu'elle est décrite dans le document d'enregistrement universel. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,93%. Les salariés l'ont adoptée à 86% avec 5,3% de contre et 8,7% d'abstention. Résolution numéro 10. Approbation des informations visées au I. Non, c'est le I de l'article L22-10-9 du Code du commerce mentionné dans le rapport de gouvernement d'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est une résolution un petit peu difficile à comprendre si vous n'êtes pas allé voir le texte. Ce que dit ce texte, c'est qu'il exige pour les sociétés cotées sur les marchés réglementés de décrypter d'une manière extrêmement détaillée tous les éléments de rémunération des dirigeants. Ce qui nous a valu, après discussion avec une agence de notation, Proxinvest, de publier un tableau supplémentaire qu'on vous a envoyé pour l'Assemblée générale, qui décrit exactement les rémunérations de Patricia, Lionel et moi-même, fonction des résultats, et notamment résultats opérationnels des entreprises. Donc il faut être extrêmement détaillé pour être conforme, et c'est ce qu'on vous demande de voter là.
Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,14%, à 89,7% par les salariés, avec 8,7% d'abstention. Résolution numéro 11. Approbation des éléments de rémunération de Guillaume Robin, enfin de moi-même, pour 2023. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le document d'enregistrement universel, on part sur les mêmes principes que 2022 pour 2023. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99%. Les salariés l'ont adoptée à 86,3% avec 8,4% d'abstention et 5,3% de contre. La même chose pour Patricia, résolution numéro 12, approbation des éléments de la rémunération de Patricia Mavigné pour 2023. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99%. Les salariés l'ont adoptée à 86,9% avec 4,7% de votes contre et 8,4% d'abstention. Résolution numéro 13. Approbation des éléments de la rémunération de Lionel Monroe pour 2023. Donc Lionel est payé sur une petite partie de sa rémunération par la holding, mais la grosse partie de sa rémunération dépend des résultats de Safeco. Cette explication n'a pas suffi à une agence de notation extra-financière qui s'appelle ISS, une agence américaine, ce qui nous a valu, sur certains investisseurs américains, des votes contre, puisqu'ils ont suivi l'avis de cette agence de notation. Donc, l'année prochaine, vous aurez sans doute le loisir de lire quelques pages sur la rémunération de Lionel pour être conforme à ce qu'attendent ces agences de notation. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc la résolution est adoptée à 90,44%. Alors vous allez dire, pourquoi pas 99%? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que des agences de notation considèrent que nous ne sommes pas assez détaillés sur la rémunération de Lionel. Les salariés ont voté pour à 86,3%, 9% d'abstention et 4,7% de contre. Résolution numéro 14. Approbation du montant global annuel maximum des rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration. Donc bénéficient de rémunérations allouées les administrateurs extérieurs et non pas les administrateurs qui sont également salariés du groupe. Donc il y a une enveloppe que l'on augmente pour accompagner cette rémunération dans le temps. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,91%. Les salariés l'ont adoptée à 86%, 5% ont voté contre et 9% se sont abstenus. Résolution numéro 15. Approbation des conventions réglementées. Donc, rien de nouveau par rapport à l'année dernière. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Résolution adoptée à 99,98%. Les salariés l'ont adoptée à 91,6% avec 1,6% de contre et 6,9% d'abstention. Résolution numéro 16. Autorisation donnée au conseil d'administration de faire acheter par Thermador Group ses propres actions à un prix maximum de 125 €. Vous allez me dire, on est optimiste. Expiration 18 mois à compter de la présente assemblée. Donc ça nous donne la possibilité pendant 18 mois
éventuellement d'intervenir sur le marché si on considère que c'est intéressant pour toutes les parties prenantes. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,92%. Les salariés l'ont adoptée à 90,7% avec 2,2% de contre et 7,2% d'abstention. Si on leur dit que ce sont des actions qui leur sont destinées, peut-être qu'ils voteront plus à cette résolution. On verra. Résolution numéro 17. Nomination et renouvellement pour 6 exercices comme commissaire aux comptes du cabinet Deloitte et du cabinet Royer. Donc le cabinet Deloitte, nouvel entrant, et le cabinet Royer, c'est une reconduction. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,21%. Les salariés l'ont adoptée à 91,3%, 1,6% de contre et 7,2% d'abstention. Résolution numéro 18, approbation du transfert du siège social de Thermador Group aux 60 rue de Luzet à 50 à Falavier. Donc nous avons utilisé un ancien bâtiment qui a été utilisé par PBTube, par ALO et maintenant par la holding et bientôt par PBTube pour reloger la holding puisque nous avions une équipe IT de plus en plus nombreuse, mais également une équipe support de plus en plus nombreuse. Nous avions besoin d'un petit peu plus d'espace. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,98%. Les salariés l'ont adoptée à 97,8%. C'est la résolution qui a le plus plu aux salariés. Résolution numéro... Je vais me faire des amis, moi. Hein. Résolution numéro 19, pouvoir pour formalité légale. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,98%. Les salariés l'ont adoptée à 94,4%, avec 5,3% d'abstention et 0,3 votes contre. Donc toutes les résolutions sont adoptées. Il me reste à vous remercier pour votre patience, parce que c'est vrai que cette assemblée a duré 2 heures. Ce n'est pas notre habitude, donc il faudra qu'on imagine des formats plus restreints. Et je vous invite tout de suite à vous diriger vers les espaces magnifique de ce lieu absolument merveilleux pour partager le verre de l'amitié. À tout de suite.